Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Que diriez-vous des personnes que nous avons vues dans ces extraits? Coucou! Elles ont un léger problème. Elles sont complètement hystériques, malades, des folles. Et nous y sommes. L'hystérie est souvent un terme employé à tort et à travers. Pour qualifier dans le langage courant une personne hors de contrôle. Et pourtant, elle est très loin de la simple image que nous lui donnons aujourd'hui. Ce sont exactement ces préjugés qui accablent l'hystérie depuis bien trop longtemps et qui en font une névrose mal connue. Nous nous sommes tous déjà dit au moins une fois « Mais elle est complètement hystérique, celle-là !» Pourtant, l'hystérie est une névrose bien plus complexe qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que les plus grands médecins et psychanalystes de l'histoire se sont penchés sur cette affection. D'Hippocrate à Charcot, puis Freud. Nous allons vous parler dans cet épisode d'utérus, d'exorcisme, d'hypnose ou encore du cas Dora. Plus fort que ça! Mais non, pas celle-ci. Pour comprendre l'hystérie, nous devons nous intéresser à son histoire et à l'évolution de nos sociétés. Ce terme vient d'Hippocrate, le célèbre médecin grec qui inventa ce mot pour décrire une maladie déjà étudiée chez les Égyptiens. Il peut signifier entraille, matrice ou utérus. Utérus? À l'époque, la théorie retenue était que l'utérus se déplaçait dans le corps, créant ainsi les symptômes de l'hystérie. C'est bien ce qu'on disait, un truc de femme. Oh! Mais on y reviendra plus tard. Platon lui aussi s'intéressait à l'hystérie. Comme ses confrères, il pensait que la maladie était un privilège de femme. La matrice est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants. Lorsqu'elle reste longtemps stérile, après l'époque de la puberté, elle a peine à se supporter, et la matrice occasionne diverses maladies, jusqu'à ce que le désir et l'amour, réunissant l'homme et la femme, fassent naître un fruit et le cueillent sur l'arbre. En gros, pour eux, une femme atteinte d'hystérie ressemblait à peu près à ça. Puis après, le désir et l'amour s'en mêlent, tout ça. Et du coup, grâce au super sauveur mâle, ça nous donne ça. Et mon visage s'est transformé. Des visionnaires, les mecs. Au Moyen-Âge, on pensait que les femmes hystériques étaient possédées par le diable. Le seul traitement efficace connu était, on vous le donne en mille, l'exorcisme. Seigneur Dieu! On les lynchait aussi, de temps en temps. Hé, les Romains, vous êtes des Romains! La vérité, c'est que ce mal inconnu faisait peur. Voir et entendre des femmes crier, insulter, blasphémer, ce n'était pas dans nos habitudes. C'est aussi que l'hystérie altérait quelque part ce que devait être la femme. Prude, discrète. En dessous de tout. Pardon. Du coup, on réglait ces crises de manière assez musclée. Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la! 2 secondes! L'exemple le plus parlant en France de cette chasse aux sorcières est l'affaire des démons de Loudun. Pour faire simple, en 1632, les sœurs du couvent de Loudun se mettent à convulser, à insulter Dieu, À hurler des blasphèmes, à se balader à moitié nus dans les étages de la bâtisse. Shame, shame, shame! Elles accusent le curé de la ville, entre autres, d'attouchement sexuel. rien d'inhabituel. Voyons, mon père! Mon père! Pardon. Le cardinal de Richelieu s'empare de l'affaire et résultat, Séance d'exorcisme public, torture, bûcher et tutti quanti. Devant des milliers de badauds venus spécialement pour l'occasion. L'affaire des démons de Loudun divise aujourd'hui puisque selon certains spécialistes, il s'agirait en fait d'un règlement de compte entre le cardinal de Richelieu et Urbain Grandier, le curé lubrique accusé. mais pour d'autres experts, il s'agirait là d'un cas d'hystérie collective. Et à l'époque, la sentence était quoi qu'il en soit sans équivoque. Dans les années qui suivent, certains médecins s'intéressent encore à l'hystérie avec des théories plus ou moins fondées. Charles Lepoix prétend avoir localisé mentalement l'hystérie. Oh, le con! Oh, le con! Paul Briquet pense lui que l'hystérie est absente chez les religieuses mais très fréquente chez les prostituées. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Puis vient enfin le tour de Charcot, père de la neurologie moderne. Charcot et son équipe, dont Babinski, l'un de ses plus proches collaborateurs, vont définir à la fin du 19e siècle les bases de l'hystérie. Grâce à de nombreuses études cliniques menées sur des patients de la Pitié-Salpêtrière. Pour eux, l'hystérie n'est pas une maladie localisable, susceptible d'une définition anatomoclinique et d'une description par accumulation de signes. Par contre, elle est des phénomènes pitiatiques, autrement dit un ensemble de troubles fonctionnels apparaissant sans cause organique. Qui peuvent être reproduits par la suggestion ou l'influence d'un trouble. Et qui en plus serait soignable. Charcot, grâce à ses expérimentations, va prouver deux choses extrêmement importantes. La personne malade n'est pas une simulatrice. Et à la surprise générale, l'hystérie ne concerne pas seulement les femmes. Oh dear, we are in trouble.
Charcot déclare dans Leçons sur les maladies du système nerveux, qui porte sur 7 cas d'hystérie masculine, que les symptômes hystériques sont dus à un choc traumatique restant inconscient ou subconscient. Rien à voir donc avec un utérus qui se baladerait tranquille dans le ventre d'une femme. il pose les bases de la théorie traumatico-dissociative des névroses, qui sera reprise et développée entre autres par Freud. Tout le travail de Charcot se basait sur l'étude objective de patientes et de patients. Comme Augustine et Blanche, sans doute les plus célèbres d'entre elles. Certains de ces clichés ont fait le tour du monde, comme ceux illustrant le fameux arc hystérique. L'emblème de l'hystérie à la Charcot. Petite anecdote, la photographie était très utilisée par Charcot et son équipe pour montrer de manière objective les manifestations de la névrose. Et mettre en avant son travail. Bémol tout de même pour la condition humaine, il n'hésitait pas à mettre en scène ses patients. De nombreuses hypnoses pour reproduire à l'envi symptômes et crises, utilisation des traitements électriques, des drogues, pour obtenir la photographie parfaite. Malgré ces avancées, certains médecins estiment que l'hystérie est due à un désir d'orgasme insatisfait chez des femmes dites mal conçues. Du coup, il n'hésite pas à soigner les patientes par l'orgasme. L'usage du godemichet, mais aussi la technique très médicale dite du doigt dans le vagin, sont très répandus jusqu'au début du XXe siècle. Un cocotte, oh my god! Des centres spécialisés voient même le jour, certains voyant dans cette nouvelle thérapie une activité tout à fait lucrative. Freud fait la connaissance de Charcot au printemps 1885 à la Pitié-Salpêtrière. Alors âgé de 29 ans, le petit Sigmund est alors très fasciné par le grand neurologue. Freud poursuivra ses recherches jusqu'à donner à l'hystérie et à la névrose leur lettre de noblesse. Et par là même inventer avec son confrère Breuer une nouvelle méthode d'investigation psychologique, la psychanalyse. La cure analytique, c'est-à-dire la psychanalyse, a été élaborée à partir de la clinique de l'hystérie. Elle a permis à Freud de théoriser et de mettre en évidence l'existence de l'inconscient à partir de la technique de l'association libre. Freud ayant choisi de laisser tomber l'hypnose, contrairement à Charcot. Il assoit et développe encore la notion d'hystérie. Qu'il va considérer comme une maladie psychique liée à la notion de traumatisme sexuel. Le postulat de Freud est d'ailleurs toujours valide aujourd'hui. Le sujet, homme ou femme, a subi un traumatisme d'ordre sexuel pendant la période présexuelle. Et donc inconscient puisque l'enfant ne peut concevoir ce qui lui arrive. Ce traumatisme peut être d'ordre fantasmatique. Le souvenir est refoulé et ressurgit à l'âge où le sujet est mature sexuellement. À l'occasion d'un événement sur le plan sexuel provoquant une réactualisation du traumatisme. Puissants nous sommes, puissants nous resterons, en t'attendant mon chaton. Qui se traduira par des symptômes dans le corps. Le sujet ne sait pas d'où proviennent les symptômes et c'est par la cure analytique, c'est-à-dire la prise de parole, qu'il va pouvoir identifier le souvenir traumatique. L'une des patientes de Freud, Ida Bauer, deviendra le cas Dora. Non, pas celle-ci. Sans doute l'un de ses cas cliniques les plus célèbres. Pour faire simple, le père de Dora souhaite qu'elle guérisse enfin de ses troubles de l'humeur. De son état dépressif qui peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Et d'un certain nombre de manifestations corporelles. Il l'amène donc consulter Freud. Par la prise de parole, Dora va tout d'abord avouer que son père et un autre couple, Monsieur et Madame K, sont intimes depuis quelques années. Madame K étant la maîtresse régulière de son père. Puis que Monsieur K a tenté de séduire Dora dans sa jeunesse, se désintéressant de Madame K. Après quelques mois de cure, pendant lesquels Freud s'appuie sur les récits des rêves de Dora, le rêve étant une fenêtre sur l'inconscient, Freud fait l'interprétation selon laquelle Dora désire en fait Monsieur K dans le quatuor qu'elle forme avec son père, Madame K et Monsieur K, restant fidèle à sa théorie du complexe d'Oedipe. Selon cette théorie, le désir refoulé de l'enfant pour le parent du sexe opposé se reporte sur un substitut du père pour Dora, Monsieur K. Le cas Dora a été exposé en détail par Freud dans l'un de ses ouvrages les plus connus, 5 psychanalyses. Et il est devenu le cas d'hystérie le plus commenté et étudié dans le monde de la psychanalyse. Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français, utilisera ce cas de Freud dans son séminaire pour élaborer sa propre théorie sur l'hystérie. En allant au-delà du complexe d'Oedipe sur lequel Freud s'était arrêté, il montre ainsi que l'objet du désir de Dora est en fait Madame K. Elle représente pour elle la figure de la féminité qu'elle désire explorer. Puisque, comme le disait Lacan, le désir hystérique est toujours un désir insatisfait. Aujourd'hui, l'hystérie existe encore, même si ses manifestations ont évolué. Les grandes crises convulsives sont rares, mais le corps parle toujours pour l'inconscient du sujet. Par des symptômes physiques comme des douleurs inexpliquées, des paralysies ou des angoisses.
L'identité sexuelle est toujours problématique, L'insatisfaction est toujours centrale. et elle touche principalement des femmes, mais peut aussi concerner des hommes. Il est à noter qu'elle ne présente aucun caractère exceptionnel. C'est un mode de défense commun chez tous les individus, même si l'expression en est très diverse. L'hystérie entrera dans le champ de la pathologie mentale lorsque la souffrance psychique sera telle qu'elle nécessitera la mise en place de soins par la psychanalyse et la prise de médicaments. Et surtout, n'oubliez pas, l'hystérie n'est pas une maladie imaginaire. Elle est très difficile à vivre pour le sujet et son entourage. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, on espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez-la. On vous met quelques liens supplémentaires dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Et on vous dit à très bientôt. Big baby don't make no hits. New album coming out saying the same old shit about a flawed human being who never let it show. I lost my mind about an hour ago. The life we live, the price we pay. The city's alive, I'm on my way. I got eyes and a lust and desire. My brain is fried, my heart's on fire. The time has come, we're lost in the mire. It's subtle, I went off the deep end and drowned.